La photo que j'ai choisie pour la couverture, c'est une photo d'aurore boréale qui est prise dans les Lofoten, donc en Norvège. En bas de la photo, en fait, on voit une montagne qui se découpe. Les Lofoten, c'est un endroit magnifique, assez spectaculaire, parce que c'est des hauts sommets, ce qu'on connaît dans les sommets des Alpes, des Pyrénées, tout ça. Mais là, on ne le voit pas sur la photo, mais au pied de ces montagnes-là, il y a l'océan, il y a la mer de Norvège, en fait, qui vient au pied de ces montagnes. Et au centre de la montagne, il y a une aurore boréale, en fait, qui part et qui zigzague, qui fait comme un serpent pour monter jusqu'au zénith. Pourquoi j'ai choisi cette photo? Avant tout parce que je la trouve esthétique, parce que cette veillée aurore-là est une des plus belles que j'ai vues, même si à ce moment-là de la prise de vue, l'aurore est assez calme, assez douce, mais ce qui permet aussi d'avoir ces traits assez dessinés sur l'image. Quelques minutes après, elle explosait et elle traversait le ciel et elle se mettait vraiment à courir dans tous les sens en dansant. C'était un spectacle où on se retrouve dans la peau d'un petit enfant en train d'exploser de rire, et c'est malgré nous, c'est viscéral, et il y a une explosion de joie en fait qui sort quand on voit une aurore comme ça. C'est vraiment, il y a quelque chose de très profond qui explose, quoi. Pendant les veillées aurores, je pars toujours avec le trépied et l'appareil photo au cas où, mais toujours avec l'intention de profiter plus que de prendre de photos, parce qu'il y a quelque chose d'assez magique dans les aurores. En fait, j'ai beau en avoir vu des dizaines, je suis jamais rassasiée, chaque aurore est différente, et ça n'a pas vraiment de logique de capturer ça pour capturer ça, en fait. J'ai des dizaines et des dizaines de photos d'aurore, donc à chaque fois je pars avec l'appareil photo en me disant avant tout je profite du moment. Mais quand même, j'installe le trépied, je regarde un minimum le cadrage, et voilà. Et à ce moment-là, effectivement, l'aurore est plutôt douce, et en fait elle se découpe au-dessus de la montagne, comme ça elle part, et voilà, je me dis que visuellement, ça fait quand même... c'est quand même un bel univers, et ça lie à la fois le ciel étoilé qui est dégagé ce soir-là, l'aurore, la montagne enneigée avec la crête qui se découpe. Et c'est aussi en fait en attendant une aurore boréale, ça peut durer des heures, et des fois on attend pendant des heures jusqu'au moment où elle va déclencher et vraiment être spectaculaire. Et pendant ce temps-là, on a le temps aussi de faire les photos, de profiter pour faire des images et pour essayer plein de choses. Photosensible, podcast d'aventures humaines et photographiques. Découvrez ceux qui se cachent derrière l'objectif. Imaginez un matin infini ou un coucher de soleil qui ne se termine jamais. Imaginez que c'est une partie de votre quotidien, que votre métier consiste à accompagner des petits groupes pour voir et photographier des lumières polaires qui dansent dans le ciel. Avant d'en arriver là, Marie-Aure a vécu sa vie comme un rite initiatique qui ne pouvait pas la mener ailleurs. Dessinatrice et graphiste, avant d'accrocher la photographie à ses talents artistiques, cette sensible de l'image s'est laissée porter à travers le monde pour parfaire son regard sur l'humain, ses modes de vie et son environnement. C'est au contact des cultures autochtones et ancestrales qu'elle développera son mode de vie actuel, le nomadisme. Son ouverture d'esprit et sa prise de recul sur la société lui ont permis de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une artiste touchante qui interroge le monde à travers ses voyages. Le besoin de peser chaque mot, chaque idée, pour être juste et en phase avec elle-même, fait de cet épisode un récit sur le fil à chaque instant. Je me suis toujours plus exprimée par l'image, plus facilement par l'image que par les mots. Ça a été avant tout le dessin. J'ai entre 10 et 15 ans, je pense, d'ateliers de dessin, vraiment de dessin académique derrière moi. Et depuis toute petite, j'ai vraiment dessiné. Et je pense que du coup, la photo, ça s'est mis de manière assez logique après ça, où j'ai cherché à m'exprimer par le dessin, mais par toute autre forme d'image. Quand j'étais ado aussi, mon père était photographe. Quand j'étais petite, mon père était photographe, amateur, mais du coup, il m'a expliqué la technique photo quand j'étais petite, plusieurs fois. J'ai pas retenu la technique, plusieurs fois.
Et c'est grâce au numérique en fait où j'ai recompris un peu le fonctionnement d'un appareil photo, où j'ai pu faire les tests en direct et regarder en direct le résultat que ça avait. En fait, naturellement, vu que c'était le dessin qui m'intéressait depuis toute petite, j'ai appris à construire une image, à l'équilibrer, à regarder ce qui était esthétique, ce qui était beau, comment faire passer un message. Mais tout ça, c'était assez inconscient quand même. Et le fait d'avoir et le dessin et la photo, et un peu l'écriture, et cette envie de voyage, et de culture étrangère, et voilà. Et tout ça, pendant longtemps, en fait, ça a été un peu un souci, parce que pour moi, dans notre société, j'avais compris qu'il fallait être expert, qu'il fallait savoir faire une chose et savoir le faire très bien. Et si on était un peu touche à tout, comme je l'étais, on était un peu incompétent au final. On ne faisait rien de bien parce qu'on ne faisait rien de bien profondément. Et c'est que depuis que je me suis mis à mon compte en freelance, depuis 4 ans maintenant, que je me suis rendu compte qu'en fait le dessin venait nourrir la photo, qui venait nourrir le voyage, qui venait nourrir le graphisme, qui venait nourrir mon écriture. Du coup j'ai fait des études littéraires jusqu'au bac et en parallèle j'avais aussi le dessin, en dessin académique qui était très présent. J'étais dans un atelier de dessin où j'y passais la plupart de mon temps, plus que chez moi. Une fois le bac en poche, voilà, pas trop d'idées de quoi faire. J'ai fait une année en fac sociologie, histoire de l'art. Je suis repartie en prépa artistique et après, en fait c'est poser la question de qu'est-ce que je pouvais faire comme métier. On m'a mis dans la tête que je ne pourrais pas vivre du dessin, juste du dessin. Mais par contre que le graphisme c'était une voie où il y avait plutôt des débouchés. À ce moment-là, j'aurais compris que le graphisme c'était beaucoup sur l'ordinateur, je ne suis pas sûre que j'aurais fait ça. Mais sur le moment, je suis quand même partie sur des études de graphisme, de communication visuelle. C'est quelque chose qui me convient très bien parce que ça lie en fait le dessin académique, la création de visuels, d'affiches, la typographie. Voilà. C'est comment s'exprimer par l'image en englobant un peu plein d'activités visuelles. Sortie des études de graphisme, j'ai fait quelques mois dans une agence de pub et de mode, mais j'avais déjà pas mal de questions sur la société, sur le mode de consommation, sur pourquoi ce métier. À la fin de cette expérience-là, je me suis dit, soit je trouve en fait un endroit où je peux faire ce métier, mais avec du sens, où c'est de la communication, où ça va servir en fait à la société, soit je change de métier. Si c'est faire du graphisme pour de la mode et de la pub et de la consommation, voilà, je tiendrai pas plusieurs mois de plus. Et à ce moment-là, j'ai trouvé un boulot dans la fonction publique territoriale. Et j'y ai passé quelques années. En parallèle de ce boulot-là, en fait, ça m'a laissé aussi beaucoup de temps en dehors de mon métier. Ça m'a laissé beaucoup de temps en fait, pour découvrir le milieu alternatif. Parce que je finissais mes journées à 17-18 heures et il y avait une deuxième journée qui commençait après, contrairement à quand j'étais dans le privé. Et là, j'ai découvert tout le milieu alternatif, notamment le mouvement des colibris, qui est un mouvement pour la terre et l'humanisme. Et en fait, toutes les idées que j'avais mis un peu de côté avec les études de graphisme, avec l'agence de pub, là, ça a pu reprendre toute sa place de comment fonctionne le monde, ou plutôt comment fonctionne la société. Comme s'il y avait une lame de fond qui se construisait dans la société en dessous. On ne le voit pas dans les médias. Alors aujourd'hui, on le voit davantage, mais il y a plusieurs années, on ne le voyait pas du tout. Et là, j'ai découvert en fait tout un monde qui était possible. Et non pas juste être salarié, payer ses factures, attendre la retraite et ensuite profiter de la vie, avec le peu de temps qui reste. J'ai eu un moment qui était très paradoxal entre, du coup, quand j'étais au boulot à la fonction publique, avec plein de fonctionnements j'appelle ça un fonctionnement programmé en fait, où on suit une norme, on suit les choses telles qu'on est censé les faire, etc. Et à côté, en fait, je découvrais l'univers des possibles qui s'ouvrait et là où on pouvait vraiment faire une vie qui nous convenait, en fait, avec des choix, voilà, des choix différents. Au bout de 3-4 ans de ce côté un peu double axe, de voilà, quelque chose qui est très normé et à côté quelque chose où on fait plus en fonction de ce qui nous convient, il fallait que j'arrête. Il fallait que je fasse une pause, que je parte loin de mes proches, loin du boulot, toute seule, et un peu voilà, me retrouver
Donc là, en fait, j'ai pris une dispo de 6 mois et je suis partie toute seule, sac à dos, en Amérique du Sud, sans parler espagnol. C'était mon premier voyage. J'avais déjà voyagé un peu, mais c'était plus en mode vacances que vraiment voyage. Je suis partie, c'était un vrai besoin, donc je suis partie assez facilement. C'était compliqué, juste les peurs des autres. C'est vraiment comme ça que je l'ai analysé sur le moment et aussi en partant. Il y avait plein de gens qui me disaient « mais t'as pas peur de partir toute seule, une fille, voilà, sac à dos, dans des pays que tu connais pas ?» et j'ai pas eu peur jusqu'au moment vraiment de prendre l'avion. Où là, je me suis dit que je savais pas ce que je faisais. Je savais pas si j'étais courageuse ou inconsciente, en fait. Et pendant tout le temps de l'avion, des temps d'entente dans les aéroports, tout ça, là, par contre, j'ai senti en fait les peurs qui remontaient. Et c'était vraiment comme si c'était viscéral. Et je me rappelle à l'aéroport de Santiago, au Chili, avant d'entendre mon avion pour partir sur l'île de Pâques, où j'allais y passer un mois après, où là, je me suis rendu compte que c'était des peurs, que c'était juste des émotions, qu'elles étaient là parce qu'il y avait une raison, qu'elles étaient légitimes, mais que c'était que des peurs. Il fallait juste les entendre. Et à un moment, je me rappelle encore me dire « Ok, c'est des peurs, mais elles vont pas avoir le dernier mot. Je les entends, j'accepte, mais juste elles repassent. » Et j'ai rêvé depuis des années de faire cette expérience-là, de partir pendant des mois en voyage toute seule. Et c'est enfin le moment, j'ai qu'à profiter. Et à la fin des 6 mois, je voudrais revenir au moment maintenant, du début des 6 mois. À partir du moment où je me suis dit ça a été beaucoup plus souple. Ok, maintenant je profite. Maintenant c'est l'expérience que je voulais faire et c'est parti, quoi. Ces 6 mois-là, ça a été forcément beaucoup de prise de conscience personnelle. J'avais mis le dessin un peu de côté. Là, c'était viscéral. Tous les jours, j'avais besoin de dessiner. Mon carnet de croquis, ça a été mon meilleur ami pendant 6 mois. Et aussi, ça a été viscéral d'écrire, parce que j'étais toute seule. Et j'avais plein de choses aussi J'étais confrontée à plein de choses d'un point de vue personnel, d'être toute seule, d'être dans notre culture, dans d'autres cultures, des cultures que je ne connaissais pas, des lieux que je ne connaissais pas, de faire des rencontres. Et voilà, tout ça, ça a été viscéral et de dessiner et d'écrire. Et c'est d'ailleurs là où l'écriture a pris une place beaucoup plus importante. Et je m'étais engagée avec plusieurs proches ou moins proches, mais de donner des nouvelles. Je refusais de faire un blog et de me recoincer sur l'ordinateur. Donc en fait, je prenais des notes de mon côté et une fois par mois, j'écrivais tout ça sur un mail que j'envoyais à tout le monde pour donner des nouvelles. Voilà. Donc pendant ces 6 mois, j'ai envoyé 5 ou 6 mails comme ça où je racontais un peu voilà, ce que je vivais. Et j'ai eu des retours très agréables en fait sur cette écriture parce que les personnes me disaient « j'ai vraiment l'impression de marcher à côté de toi et de voyager avec toi là-dedans ». Voilà. Retour des 6 mois. À la fin des 6 mois aussi, j'ai passé 1 an en Amazonie à faire des diètes de plantes, d'ayahuasca. J'étais déjà très intéressée par les cultures ancestrales, les cultures anciennes. Et du coup, là, ça a fini de s'intégrer aussi. Voilà. J'avais libéré, j'avais nettoyé plein de peurs pendant le voyage. Et là, ça a fini aussi d'asseoir les choses voilà, pendant l'Amazonie. Je n'ai pas vraiment vécu l'excitation du départ. Les préparatifs intenses m'ont occupée jusqu'au dernier instant. Et là, sur la route pour Madrid, petit à petit, les doutes prennent toute la place. Pourquoi je me fais vivre cette épreuve? Partir loin de tout ce que j'aime pendant des mois, de l'autre côté du globe, sans parler la langue. Est-ce que je ne me suis pas un peu surestimée? Est-ce que je fais demi-tour et je profite de ces mois de disponibilité pour prendre le temps avec mes proches, au lieu de les voir en coup de vent comme d'habitude? Je ne sais plus si je suis normale, courageuse ou inconsciente. Tout le temps des vols, douanes, aéroports, j'ai vécu des raz-de-marée émotionnels. Et puis, une fois arrivée sur l'île de Pâques, Rapa Nui, dès les premières heures, je découvre des étalages de fruits exotiques. Des Rapa Nui viennent me parler et surtout, je me pose sur une plage, shootée par le décalage, les 2 jours de vol, la chaleur après les flocons. Et là, entre 2 vagues, une petite tête de tortue qui vient chercher l'air et replonge. Puis une seconde, une 3e. Je reviens au moment présent, simplement, et je respire à nouveau. Marie-Or, carnet de voyage en Amérique latine.
Et après, je suis revenue au conseil départemental. Du coup, je suis revenue à mon boulot de fonctionnaire où j'avais juste pris 6 mois et je reprenais mon poste comme avant au retour, c'était le deal. Maintenant, avec le recul, je me dis que c'était une bonne chose parce que beaucoup de personnes qui rentrent de gros voyages sont perdues sur les proches, la société, retrouver un rôle, voilà. Moi, la question ne se posait pas parce que tout ça, en fait, se remettait naturellement en place. Mais c'est clair que je savais que j'allais pas y rester. Après, très honnêtement, dès le début où je suis rentrée dans cette institution, je savais que j'allais pas y rester. Pas toute ma carrière, mais voilà, là, c'était juste une évidence que je n'étais pas fait pour être graphiste, pour être sur l'ordinateur et d'être dans un bureau tout le temps et dans cet univers très formaté, en fait. Quand je revenais de ce voyage, je m'étais engagée à vivre dans un habitat groupé pendant 1 an, un habitat alternatif. Ça me demandait aussi d'avoir un minimum de revenus pour payer le loyer, donc j'ai fait le choix de revenir 1 an dans ce poste dans la fonction publique, tout en ayant cette expérience d'habitat groupé à côté. Et au bout de cette année, en fait, c'était une évidence que je partais à mon compte, je me mettais en freelance. Je bossais déjà en graphisme dans le milieu alternatif depuis un moment. Donc je me suis dit que j'allais avoir des contrats avec ça. Pendant ces 6 mois de voyage aussi, j'ai fait naturellement beaucoup de photos. Et j'avais des bons retours en fait sur mes photos, sur mes images. Autant le dessin, je me sentais légitime parce que j'avais fait des études de dessin et ça faisait des années. Autant la photo, j'ai eu besoin de un temps en fait pour me sentir légitime. Pendant un moment, je disais que je faisais de la photo, mais pas que j'étais photographe. Il m'a fallu du temps d'expérience et vraiment de me sentir légitime, d'avoir des premiers retours, d'avoir des premières expos et tout ça avant de me dire ok, là je suis photographe, quoi. À quel moment aussi je me suis dit que j'étais photographe? Je me rappelle en fait aller voir un festival de photo nature et de me dire que toutes les personnes qui exposent sont des hommes. C'est un festival nature qui avait énormément de qualité, qui était très agréable avec beaucoup de photos, vraiment de qualité. Jusqu'à quelques temps avant, je ne me serais pas sentie autorisée d'aller leur proposer ma candidature. Et là, je sais que je rentre le soir, en fait, et je leur envoie un mail en disant vraiment, j'ai adoré les projections, j'ai adoré les photographes exposés, l'ensemble du festival. Par contre, ça manquait de femmes photographes. Je leur dis, si vous voulez, je fais des photos aussi. Et là, je me suis rendu compte que j'avais eu un déclic de m'autoriser, en fait, de leur dire, je suis photographe. Et en plus, ça manque de femmes dans cet univers-là, donc je tente au culot et je me suis rendu compte que plusieurs fois, en fait, dans mon parcours, à la fois le parcours pro et perso, qui est le même parcours maintenant, qui est mon chemin de vie, plein de fois c'était au culot où je me suis dit, là, j'hésite pas, en fait, j'essaye, et derrière, ça fonctionne. Voilà, derrière, ça enclenche. La photo que je peux considérer comme ma première photo, c'est une photo de Bolivie, pendant ces 6 mois de voyage en sac à dos. En fait, c'est une photo de plusieurs collines, les unes derrière les autres, où on voit tout un dégradé en fait, au fur et à mesure où le paysage s'éloigne. Et au centre de la photo, en fait, il y a un humain qui marche, minuscule. Il faut vraiment regarder la photo pour apercevoir l'humain. Et on a l'impression qu'il est tout seul au milieu d'une immensité. J'aime beaucoup cette photo pour plusieurs raisons. Déjà d'un point de vue esthétique, je trouve qu'elle raconte vraiment une histoire et de l'homme dans la nature. Comment il peut être une toute petite chose en fait dans la nature. C'est aussi le moment de prise de vue parce que c'était pendant une fête bolivienne en fait qui était dans une vallée, pas très loin de La Paz, de la capitale de Bolivie, mais c'était quand même perdu dans la nature. Et en fait là je suis en haut d'une colline, à droite il y a cette fameuse succession de collines où je prends la photo. Et en fait, à gauche, il y a une énorme fête bolivienne avec des centaines de Boliviens. Il y a plein de concerts, il y a plein de gens qui dansent, il y a aussi énormément de gens qui ont bu, il y a des bouteilles partout au sol, ça crie. Et en fait, quand on voit la photo, on ne soupçonne pas du tout ce qui se passe de l'autre côté de la colline. Et c'est un moment que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on était juste, je crois on était 4 occidentaux parmi des centaines et des centaines de Boliviens. Et c'était rare les moments où on pouvait en fait se retrouver dans des endroits comme ça, où on était peu d'étrangers au milieu des locaux. On était vraiment en immersion avec eux en fait. Et on s'est retrouvés là par hasard, hors des sentiers battus.
Donc j'ai beaucoup ce moment et cette photo parce que c'est voilà, comment en tant que voyageur on peut se retrouver des fois privilégié dans un autre espace-temps, et après le rapport à la photo où finalement le photographe raconte une histoire, il raconte une image, mais il n'y a que lui qui sait réellement voilà, le moment réel de la prise de vue, quoi. Voilà, donc pour moi cette photo, ça lie à la fois voilà, le rapport du photographe à la photo, au voyage, à l'immersion culturelle, à plein de choses, tout en ayant ce sens esthétique de l'image, quoi. Et c'est cette photo que j'ai utilisée pour cette première exposition, et c'est du coup au cours de cette exposition aussi où j'ai accepté l'idée que je pouvais être photographe. Que je pouvais dire que j'étais effectivement photographe et pas juste une graphiste ou une illustratrice qui faisait aussi de la photo. J'ai eu des très bons retours sur ces photos-là. Et en fait, je me suis rendu compte que plein de personnes voyaient mes photos ou comprenaient mes photos au-delà de ce que je pensais pouvoir exprimer. Donc voilà, ça a aidé aussi à se sentir légitime sur la photo. J'ai décidé donc de quitter ce poste dans la fonction publique pour me mettre à mon compte. En fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites en même temps. Me sentir légitime pour la photo, vouloir retrouver du sens aussi dans le graphisme, parce que voilà, être graphiste dans cette fonction territoriale, ça a eu du sens pendant un moment, mais après beaucoup trop de politique, et pas la politique dans le sens qui me convenait. Beaucoup de stratégie politique en fait, et j'avais envie de retrouver du sens aussi en graphisme. Et à ce moment-là, on m'a proposé aussi d'être guide de voyage en fait, sur des séjours nature, plutôt tournée photo, mais pas seulement, où c'était voilà, vraiment en immersion dans des endroits sauvages, nature, dans des séjours hors des sentiers battus, où on essaye d'amener des petits groupes dans des endroits où ils n'iraient pas voilà, d'eux-mêmes et loin du tourisme de masse. Donc en fait, tout ça, c'est arrivé quasiment au même moment, et où je me suis dit, en fait, je me lance. J'avais envie de faire plein de choses dans la vie, et j'avais pas assez le temps. Avec 5 semaines de congés par an, j'avais pas assez de temps pour tout faire. Et la seule chose en fait que je voulais enlever dans ma vie, c'était ce boulot de salarié. Donc je me suis décidée à me lancer à mon compte, ne sachant pas du tout comment ça allait fonctionner. En gros, quand je me suis lancée à mon compte, j'avais quelques boulots de graphisme, la photo qui commençait à fonctionner un peu, mais pas assez pour en vivre, et on me proposait d'être 2 mois guide en Laponie pour des séjours nature, pour aller observer les aurores boréales. Tout ça, en gros, j'avais la visibilité sur, 4 ou 5 mois après me lancer à mon compte. Donc je me suis dit aussi que il fallait que je réduise au maximum mes dépenses. Et à ce moment-là, j'étais à Toulouse, mais je ne me voyais pas y rester non plus forcément. Donc le choix de la vie nomade s'est fait assez naturellement. En fait, j'ai acheté un camion ménager pour pouvoir vivre dedans, pour pouvoir être un minimum autonome, pas avoir besoin d'aller être hébergé à droite à gauche chez les potes ou chez les amis, la famille, voilà, sur le canapé. Donc d'être autonome, d'avoir mes affaires, un minimum d'affaires avec moi, et voilà. Je me confronte à des prises de conscience aussi. Certains ici, beaucoup, sont sans visa, sans boulot stable, vivent au jour le jour, envoient le peu qu'ils gagnent aux parents ou conjoints. Souvent, ils ont eu des enfants jeunes et partent au Chili pour gagner plus. Je réalise la chance de pouvoir simplement choisir, se demander ce qu'on veut faire de nos vies, même si beaucoup d'entre nous ne trouvent pas de réponse claire et cherchent longtemps un sens, nous pouvons décider d'une intention de vie. Quartier Descanso. Nous sommes nombreux à y arriver en pensant rester 2 ou 3 jours et rester bien plus ou revenir. Je comprends que cet endroit ne laisse pas indifférent. Ce joyeux bazar me plaît, à la fois désordonné et fluide, tout est en rythme, la vie danse à chaque recoin. Mais après 2 semaines dans cette ville, je me remets en route. Je réalise que dès que je m'arrête plusieurs jours, il m'est difficile de reprendre le mouvement, à la fois curieuse de ce qui m'attend et le cœur lourd. L'impression de m'arracher à des lieux
des personnes et des ambiances que j'aime. Et pourtant, lorsque le bus démarre, je me sens à nouveau bien en mouvement. Je me demande si cela ressemble à ça, le bien-être du nomade. Marie-Or, carnet de voyage en Amérique latine. Du coup, à partir de là aussi, j'ai beaucoup plus voyagé. Toujours avec l'appareil photo dans le sac, même si je voyage très léger, l'appareil photo il prend toujours une grande place dans le sac à dos. Et en voyage, je choisis toujours naturellement des endroits où il y a peu de villes. Peu de villes où il y a une faible population humaine, mais surtout où il y a... En fait, ça amène aussi le fait qu'il y a des cultures anciennes qui sont encore bien vivantes dans ces endroits-là. Je pense à la Laponie, bien sûr, au nord de l'Écosse, à la Mongolie. Je suis attirée en fait par des endroits où les humains ont continué de vivre comme il y a des siècles, ou voire des millénaires, quand c'est possible, quand c'est encore possible. Et je fais des photos, très naturellement, je fais des photos de paysages parce que je suis touchée par la beauté de la nature et par ces endroits-là. Aussi parce que pour moi, la photo, c'est pas ce qui compte quand je rencontre des personnes. Quand je suis en immersion, par exemple, avec une famille nomade en Mongolie, je préfère d'abord les rencontrer, essayer de communiquer avec eux, vivre un peu avec eux, dessiner, avant de sortir l'appareil photo. L'appareil photo, rapidement, avec les humains, il y a comme une séparation qui se fait, parce que c'est imposant comme appareil, parce que dans pleine culture, on peut capturer leur âme juste en prenant leur image. Donc je prends le temps plutôt de vivre avec eux. Et une fois qu'on a fait connaissance mutuellement, par contre, je commence à faire des portraits, des images. Mais du coup, dans mes images, il y a beaucoup plus de nature que de portraits. Mais il y a quand même souvent des éléments humains. Même si c'est un tout petit humain qui marche dans la nature, comme cette fameuse première image, ou si c'est un camp nomade, ou si c'est juste une petite maison perdue dans la nature. Mais voilà, c'est comment l'humain est dans la nature, dans ces espaces sauvages. Donc là, je me retrouve en fait, oui, je me retrouve à faire des voyages avec l'appareil photo toujours en bandoulière. Et à partir vraiment en immersion dans ces voyages-là. Alors, du coup, il y a forcément l'Amérique du Sud pendant ces 6 mois-là, mais après, il y a eu beaucoup la Mongolie, la Laponie, l'Écosse, la Namibie. Je vais parler davantage de la Mongolie parce que c'est un endroit en fait où j'étais attirée par ces espaces-là depuis un moment. On est parti avec mon compagnon en fait en moto, on a loué 2 motos là-bas et on avait une tente sur la moto, donc on partait en bivouac dans la nature au milieu de rien. Ça a été un voyage très éprouvant parce qu'à la base je n'étais pas une motarde et les pistes mongoles ne sont pas du tout les pistes telles qu'on les connaît ici. Du coup on s'est retrouvés tous les deux dans des espaces sauvages en essayant de communiquer avec les Mongols comme on pouvait, avec les gestes, avec les sourires, juste avec les regards en fait. Et on s'est retrouvés du coup dans une culture qui n'a pas du tout de notion de propriété, qui n'est pas sur la méfiance les uns des autres, où on pouvait planter la tente à des endroits où on voyait une yourte au loin, mais très loin, sachant qu'en Mongolie, quand on plante la tente à 1 kilomètre d'une yourte, c'est déjà comme si on plantait la tente dans leur jardin, parce que c'est pas du tout le même rapport aux espaces. Donc on avait un berger qui venait nous voir en moto et moi l'habitude en fait du camion, de la vie en camion que j'avais ici, c'était il venait nous voir pour nous dire ok on vous tolère cette nuit mais demain il faut bouger. Et non, il venait juste nous voir pour voir ce qu'on faisait là, pourquoi on plantait la tente et curieux en fait de jeunes occidentaux qui venaient voir son pays et ça sans organisation, sans autres touristes, juste avec la moto et voilà, il y avait un rapport qui se créait de suite très très curieux. En Mongolie, on a rencontré une famille d'éleveurs nomades du désert du Gobi, où on est resté en contact avec eux parce que tout simplement la mère de famille parlait anglais. Donc on a réussi à établir d'autres rapports avec cette famille. On est retourné les voir
3 ou 4 mois après, en plein hiver. Donc on est sorti de l'aéroport, il faisait moins 37. Même pour les Mongols, il faisait froid. Et là, on avait amené avec nous quelques amis. On est parti en immersion en fait avec eux dans le désert de Gobi. L'idée, c'était vraiment de vivre avec eux en fait, de vivre une expérience avec eux pendant quelques jours, quelques semaines. Cette famille mongole, à la base, ils sont éleveurs nomades, donc ils s'occupent de leurs troupeaux, et ils ont compris qu'aujourd'hui, ils n'allaient pas juste tabler sur tout miser sur l'élevage de moutons et de chèvres. Petit à petit, en fait, ils ont travaillé dans le tourisme, ils avaient envie de montrer leur culture. Mais ils se sont retrouvés avec beaucoup de public chinois et coréen. Donc ils venaient avec une envie de consommation de voyage, de photos de voyage, mais pas d'intérêt pour la culture mongole, à pas vouloir manger mongol, à pas poser de questions du tout. Et en parlant avec cette famille mongole, moi je me suis rendu compte que, avec mon boulot de guide et de photographe, je connaissais aussi des personnes qui étaient intéressées pour faire de la véritable immersion culturelle, quitte à pas avoir de confort, pas avoir de douche, de toilette, à dormir avec les Mongols par terre dans les yourtes, et voilà. Mais qui étaient intéressés pour vivre une vraie expérience de voyage en fait. Donc on est revenu avec ce petit groupe de personnes en plein hiver mongol voilà, pour partir dans le désert de Gobi avec eux. Et là s'est installée en fait toute une relation aussi avec cette famille de mélange culturel. Autant nous on joue le jeu de venir s'imprégner de cette culture et cette façon de vivre, et eux aussi en fait curieux de comment sont les Occidentaux, qu'est-ce qui les intéresse au final. Au début, ils nous posaient beaucoup de questions sur pourquoi vous venez chez nous, pourquoi ça vous intéresse, il n'y a rien. Il n'y a pas de civilisation, hormis dans la capitale, voilà. Et on essayait de leur expliquer qu'on était très, très attirés par la liberté qu'ils ont en fait, dans ces endroits-là, dans ces espaces. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de construction partout. On s'est rendu compte en revenant après en France que ici c'est construit quasiment partout, où il faut conduire 1 heure en sortant des grandes villes pour trouver un endroit où il n'y a pas de barrière, où c'est juste la nature, et encore c'est de la nature avec de l'élevage, avec des champs qui sont prédéfinis, enfin délimités. Voilà. En Mongolie, il n'y a plus du tout ça. On peut conduire des heures et des heures, des jours et des jours, et on voit juste la nature, quoi. Juste des espaces sauvages, on croise. Sur une semaine, on a pu croiser 2-3 humains, des fois sur une seule semaine, quoi. En fait, petit à petit, où je suis en immersion dans cette famille mongole, je m'autorise à faire des photos d'eux. Parce que je les connais et parce que je ne viens pas, en fait, prendre leur image et repartir. Là, c'est comme s'il y avait un autre rapport qui s'installait, et là, c'est comme si je m'autorisais, là, à les prendre en photo. Et parce que je sais aussi que le lien il va rester derrière, donc je ne vais pas avoir les images juste moi, et que je vais pouvoir leur envoyer, leur donner, leur imprimer et les amener la fois d'après. Voilà. Donc là, je fais beaucoup plus de photos d'humains à partir de ce moment-là, quoi. C'est du reportage de vie, mais pas seulement. C'est aussi, je comprends les codes mongols, et du coup, je comprends que tel geste, qu'à tel moment, en fait, se passe telle chose. Par exemple, ils ont la cérémonie du tabac entre les hommes dans des yourtes, où ils se tendent le tabac qu'ils prisent, et c'est toute une gestuelle en fonction de comment ils tendent le paquet de tabac, en fonction de comment en fait ils ont une petite fiole avec une petite cuillère qui leur permettent de priser le tabac. En fonction de comment ils tendent cette fiole, si elle est plus ou moins ouverte, c'est un code pour dire tout va bien entre nous, ou au contraire ça va entre nous mais il y a quelque chose dont je voudrais te parler, ou au contraire si la fiole est complètement fermée, là, on a des soucis entre nous, et il faut vraiment qu'on trouve un terrain d'entente et tout ça. Donc à partir du moment en fait, où ils m'ont autorisé à rentrer dans cette sphère plus intime, à y faire des photos, même sans que j'ai besoin de poser la question, juste le fait en fait, de montrer l'appareil photo et avec des gestes de comprendre que c'est ok pour faire des photos à ce moment-là, en fait, là c'est comme si je racontais l'histoire, et comme si je touchais en fait du doigt des fonctionnements plus ancestraux, plus anciens sur les gestes, sur l'intime, sur voilà, comment ça fonctionne pour plein de codes qui se font, et plein de codes physiques, gestuels, visibles, et du coup en photo c'est
c'est juste parfait. C'est parce que ils sont très esthétiques en fait dans leurs gestes. Il y a toute une gestuelle pleine de symbolique et ça, en photo, ça fait des images très esthétiques, très posées. Et c'est des gestes que j'ai retrouvés aussi, donc je retrouve beaucoup en Mongolie et que je retrouve aussi beaucoup dans l'univers alors qu'on appelle chamanisme aujourd'hui, des médecines anciennes, qui m'intéressent beaucoup aussi. Ça fait des années que je suis passionnée par tout ce qui est culture ancienne et leur rapport à soi-même, aux autres, au collectif et aux animaux et à la nature et aux plantes, voilà, à la terre en général. Et ça fait plusieurs années que je suis photographe sur un festival du chamanisme qu'il y a en France, qui regroupe plein de cultures partout dans le monde en fait, plus ou moins anciennes. Et donc dans ce festival-là, dans ce rassemblement-là aussi, je retrouve tous ces codes gestuels très précis et très esthétiques. Et dans ce rassemblement-là, c'est aussi beaucoup de costumes. C'est des cérémonies, c'est des soins, ce sont des rites aussi, voilà, avec beaucoup de codes, avec encore plus dans le chamanisme où c'est tel grelot à tel endroit sur telle tenue, ça symbolise voilà, tel ou tel esprit, ou ça va symboliser en fait la force dont la personne va avoir besoin d'invoquer à ce moment-là. Voilà. Et du coup, à ce moment-là aussi, je peux faire des photos qui sont très parlantes. Et en fait, on me dit souvent dans cet univers-là que je rends visible l'invisible. Ou plein de choses inconscientes qui sont en train de passer dans les soins, dans les échanges en fait entre les personnes. Là, ça apparaît en photo. Lors du rassemblement aussi, il y a un public qui vient. Moi, je tiens à respecter aussi l'intimité. Ça peut être des moments très forts et très confrontants en fait. Donc, je fais aussi beaucoup de photos de mains. Parce qu'il se passe beaucoup de choses en fait dans les mains à ce moment-là, voilà, dans ces soins ou ces rituels-là en fait. Inconsciemment, je vais aussi dans des endroits où il y a cette culture ancienne qui est assez présente. Sur le moment, c'est pas une volonté, je choisis pas telle destination parce qu'il y a je choisis pas telle destination parce qu'il y a telle culture ancienne sur place, mais au final, vu que ce sont des endroits où il y a peu de villes, d'urbanisation, toutes ces cultures anciennes sont encore bien vivantes. Dernière nuit en Bolivie. J'entends un orage qui s'approche. Je me mets sur le balcon qui entoure la maison cabane où je dors. Me colle contre le mur. Un éclair traverse le ciel, de part en part. Parfaitement dessiné, il éclaire les nuages et le lac de sa lumière. Le son me parvient au bout de longues secondes. Il semble venir des tréfonds, graves. Certains éclairs illuminent la nuit, mais je ne vois qu'un éclat de lumière. D'autres se découpent lentement, comme pour se laisser admirer. La foudre est parfois violente, parfois elle semble se répercuter sur chaque colline comme un écho qui arrive petit à petit. Je pense une demi-seconde à aller chercher l'appareil photo, j'oublie de suite. Hors de question de me perdre dans des réglages et cadrages pour une image qui ne rendra pas la force de ce moment. Je découvre que la moitié du ciel derrière est remplie d'étoiles. Le froid me pousse à rentrer, je ne sens plus mes orteils. Je me glisse dans le duvet, blotti contre la fenêtre. Je continue de me remplir de cette ultime nuit en Bolivie. Demain, direction le Pérou. Marie-Aure. Carnet de voyage en Amérique latine. Donc aujourd'hui, oui, ma vie, elle se construit beaucoup autour de la Laponie. En fait, pour la petite histoire, en 2013, en hiver 2013, je suis partie en Laponie. Je ne sais pas d'où d'où est venu ce rêve de voir des aurores boréales, mais autour de 2013, je voulais en voir. Voilà. J'ai cherché en fait
Je pensais partir par moi-même, louer un véhicule et partir un peu et chasser l'aurore boréale, dormir dans la voiture. Je me suis rendu compte que dormir dans la voiture par -30, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc j'ai regardé pour la première fois en fait, des séjours organisés. Mais en fait, en cherchant sur des forums photos aurore boréale, je suis tombée sur des séjours vraiment axés photos, mais sur des petits groupes, d'une personne qui proposait ça en Laponie. Je me rappelle encore en fait voir le nom en signature de la personne qui expliquait ce qu'elle proposait en Laponie et me dire c'est avec cette personne-là qu'il faut que je parte. Une semaine de séjour organisé, c'était la première fois que je partais, la première et la dernière fois que je partais en séjour organisé en étant voyageuse. Et ça a été une semaine, voilà, je pensais en fait aller une seule fois dans ma vie à cet endroit-là, juste pour voir les aurores et en gros cocher, voilà, aurore boréale c'est fait. Je suis tombée amoureuse des aurores boréales, mais aussi de la Laponie, en fait, de cette ambiance à la fois hostile, très sauvage, et puis voilà, de froid, de neige partout, de routes gelées, de lacs gelés, mais à la fois c'est des immensités très, très paisibles. Il y a un énorme paradoxe là-bas entre c'est hostile, on ne peut pas survivre, et à la fois on est bien. Il y a quelque chose de très apaisant, de très réconfortant, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui. Imaginez un archipel où viennent se mêler terres et eaux, où surgit une lumière toute particulière à tout moment de la journée, à toute nuance de la météo. Le même paysage en sera chaque jour différent. J'y trouve des éclats puissants et subtils à la fois, des nuances infinies de couleurs, une palette de gris nourrie d'une multitude de bleus et de blancs. Les montagnes se découpent dans le ciel et m'apparaissent à la fois tranchantes et charnelles. Un simple contact avec le soleil les rend vivantes, sensibles, si sensibles parfois que montent mes larmes. C'était une très belle semaine, on a été très gâtés niveau aurore boréale et à la fin de la semaine même j'ai eu une boule au ventre, c'était compliqué de repartir de là. J'avais vraiment l'impression de m'arracher de ces terres, quoi. Suite à ça, du coup, j'ai pris ma disponibilité de 6 mois, je suis partie en voyage, etc. Je suis revenue à ce boulot de fonctionnaire. Et là, le guide en fait, de ce séjour-là m'a proposé d'être guide en Laponie. Il s'était rendu compte que j'avais eu un coup de cœur pour l'endroit, il savait que je faisais des photos, lui proposait des séjours plutôt photos, il savait aussi que j'avais voyagé 6 mois en sac à dos, que j'étais débrouillarde, et malgré le fait que j'avais une formation de graphiste, il m'a fait confiance et il a senti que je pouvais accompagner des groupes, voilà. Donc j'ai fait un premier hiver où j'accompagnais des groupes. Là aussi, un peu comme pour la photo, il m'a fallu du temps pour me sentir légitime. Quand on a une formation de graphiste et que dans ma tête je savais juste dessiner, d'accompagner des gens en Laponie l'hiver pour aller chasser les aurores boréales, les accompagner sur leurs photos, mais aussi conduire. Voilà, toute la partie aussi responsabilité dans des endroits hostiles, sauvages. Il m'a fallu un peu de temps, mais déjà à la fin de la première saison, je me rendais compte que je faisais bien ce boulot, que les gens étaient contents et que n'ayant pas de formation en fait, de guide touristique, je faisais ce boulot tout à fait différemment des guides habituels où les personnes en fait, ont l'habitude de voyager. Non, plutôt, les personnes avaient l'impression de voyager avec moi et pas d'être dans un séjour organisé. Donc, ce qui faisait en fait, et ce qui fait encore aujourd'hui toute la différence. Et je leur ai expliqué, en fait, vu qu'il y a quelques temps, j'étais dans votre peau, je me mets pas du tout dans la peau du guide classique, quoi. Voilà. Et encore maintenant, du coup, ça fait plusieurs années que je fais ce boulot en Laponie et aussi à d'autres endroits. C'est toujours les retours que j'ai. Encore cet hiver, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, surtout ne deviens jamais une vraie guide. Voilà, dans le sens, ne deviens jamais une guide touristique, de tourisme de masse. Et, voilà. Et c'est ce qui fait que je fais bien ce boulot, je pense. À chaque virage, un nouveau spectacle, un nouveau fjord s'ouvre, se découvre, s'apprivoise. Partout où mon regard se pose, une beauté envoûtante. Les fjords des Lofoten offrent une sensation de bout du monde dans des lieux dépouillés et pourtant si touchants. Sauvages et paisibles se mêlent ici en permanence, sans vaciller de l'un à l'autre. Ces deux atmosphères cohabitent à chaque instant dans un équilibre parfait.
C'est difficile de faire la photo comme je voudrais quand je suis avec les groupes parce que le timing est précis, le programme est précis. Alors même si je suis avec des amateurs photo, voilà, on a quand même un parcours à suivre, etc. Par contre, dès que je suis dans mes temps personnels, là c'est beaucoup plus facile. En fait, depuis le début, moi je me dis que la Laponie c'est le paradis pour les photographes. Parce que il y a des lumières, il y a des levées et des couchers de soleil qui s'étalent sur de longues minutes, voire sur des heures. Parce que voilà, le soleil longe l'horizon, donc ça fait des couleurs très chaudes et il y a toute une ambiance qui reste là pendant un moment, donc on a le temps de repérer, de se mettre au bon endroit, d'attendre tel rayon de soleil ou telle lumière ou avec des couleurs très chaudes. Et à la fois des couleurs très chaudes, mais sur un lac gelé, sur une immensité. D'un jour à l'autre, d'une luminosité à l'autre, d'une météo à l'autre, en fait, ça change complètement. Le même paysage va être complètement différent. Donc voilà, c'est une infinité d'images possibles. Il y a aussi un côté très pratique, mais on peut faire une grasse matinée, voir quand même le lever du soleil en Laponie. En janvier, le soleil se lève, le jour va se lever vers 9 ou 10 heures quand il se lève, mais le jour se lève, mais quand le soleil se lève, ça peut être 11 heures. Donc ça laisse aussi beaucoup de temps pour aller faire une rando, se mettre en haut d'une montagne. Et voilà, pour plein de raisons différentes, c'est vraiment le paradis du photographe, quoi. Et c'est de suite, il y a une ambiance très, très particulière. Moi, j'ai l'impression que c'est facile de faire de belles photos là-bas, en fait, parce que tout est fait pour, quoi. Les jours semblent se dérouler en dehors du temps qui passe. Lorsque le jour se lève, le soleil éclaire le monde, mais n'apparaît réellement que bien plus tard. Puis, il effleure l'horizon pendant des heures, jusqu'au milieu de l'après-midi où il touche à nouveau la terre à grands coups de rouge, d'orange et de violet. Nous sommes loin des subtiles nuances de gris. Il se déchaîne dans une explosion de couleurs. Le soleil se cache, la nuit polaire, elle, se montre. Le froid se fait plus présent, plus mordant. Une aurore traverse la nuit, elle se découpe lentement dans le ciel. Dans les villes, chaque maison est éclairée. Les fenêtres n'ont ni volets ni rideaux, et chaque intérieur est éclairé par les lampes suspendues contre les vitres, allumées jour et nuit. J'imagine que c'est pour atténuer le manque de luminosité des mystérieuses nuits arctiques. Pendant 2 mois, de fin novembre jusqu'à mi-janvier, l'hiver est comme une obscurité. Pas de nuit noire. La neige, omniprésente, et le soleil, invisible mais proche derrière la ligne d'horizon, offre un éclairage tout particulier, ponctué par la danse des aurores boréales. Ensuite, petit à petit, le jour gagnera du terrain jusqu'au solstice d'été et de son soleil de minuit. Marie-Aure, la magie des Lofoten. Article paru dans le premier volume de la revue Bivouac. J'avoue que des fois, la place de la photo dans notre monde me pose des questions parce que en fait, aujourd'hui, je me demande si c'est suffisant de juste témoigner du monde, de la beauté du monde et tout ça, et si ça suffit en fait. Je me pose aussi pas mal de questions sur le sens de voyager. Moi, je tiens maintenant à voyager longtemps. Je tiens à faire une différence entre le voyage et le tourisme en fait. Pour moi, un voyage, c'est... Comment dire ? Pour moi, un voyage, c'est quelque chose, c'est une expérience où quand on revient, on est changé. Où il y a quelque chose qui a bougé en nous, qui a évolué en nous, où on revient un peu transformé de nous tel qu'on était au moment du départ. Pour moi, c'est ça un voyage. Sinon, c'est du tourisme, c'est une visite, ça me pose beaucoup de questions sur la photo, sur inciter aussi, de montrer des endroits de l'autre bout du monde en photo, des endroits qui donnent envie aux gens de voyager et d'aller voir.
j'incite un voyage ou j'incite un tourisme, y compris en étant guide de voyage. Aujourd'hui, je tiens vraiment à mettre du sens en fait dans mon accompagnement de photos mais de guide. Je me dis on ne peut plus voyager en fait une semaine sans se poser de la question des conséquences que ça a sur le fait de prendre l'avion ou même d'autres transports, même d'autres transports, mais aussi voilà, quel rapport ça fait avec les locaux, avec la nature, avec quel sens ça a de parcourir le monde pour aller prendre des images, quoi. Voilà. C'est pour ça que je tiens de plus en plus en fait à faire des voyages immersifs, que ce soit avec les humains ou dans la nature, mais c'est se confronter un peu aussi à nos modes de vie, se retrouver dans des endroits où on a peu de confort, je dirais physique et intérieur, où on se confronte à d'autres cultures, à d'autres manières de vivre. Revenir à l'essentiel aussi, mais en fait quand on dort au milieu de rien dans un lavu par exemple, c'est les tipis Sami, les tipis en Laponie, où il faisait -20 dehors, où on a juste un poêle à bois pour se réchauffer, et juste le matin, le fait d'avoir un café chaud en fait dans les mains, juste ça, on se rend compte de la chance de savoir faire du feu, d'avoir du café, d'avoir quelque chose de chaud quand on se réveille, et ça n'a pas du tout le même goût qu'un café quand on est chez nous en France et qu'on appuie sur un bouton, voilà, où on se fait un café à la machine, quoi. Je tiens de plus en plus, et ça devient de plus en plus non négociable en fait, de faire des séjours et des voyages qui ont du sens. Voilà, ou amener des petits groupes dans des lieux comme ça et de se dire ok, c'est quoi nos modes de vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on veut. J'arrive pas à voir ma vie sans voyage, mais je veux pas l'avoir. Je peux plus voir les voyages comme juste des vacances en fait. Pour moi ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Pour moi, ce qui est essentiel en fait dans le voyage, c'est que ça ouvre l'esprit en fait, ça ouvre la tête. Le fait de se confronter à d'autres cultures, à d'autres lieux, à d'autres modes de vie. Le fait de bouger beaucoup, de voyager, ça permet de ne pas s'installer dans des certitudes. On ne s'installe pas sur un lieu, on ne s'installe pas dans des habitudes, avec un voisinage ou avec des habitudes relationnelles ou tout ça. Ça permet voilà, de pas... c'est vraiment cette notion de ne pas s'installer dans des certitudes. Je me dis qu'on peut avoir la même chose en fait en faisant des rencontres, même en restant au même endroit, en vivant au même endroit, mais en acceptant de rencontrer des personnes qui sont différentes de nous. Ça permet, ou de lire des choses différentes, tout ça, ça permet en fait d'ouvrir l'esprit de la même manière, mais pour moi le voyage c'est plus direct, c'est un levier qui est plus direct, qui est plus confrontant. Moi je crois que j'ai besoin de vivre des choses fortes régulièrement, j'ai besoin de prendre des claques régulièrement pour avancer. Je m'en rends compte, hein, c'est des fois un peu comment dire, c'est pas confortable, c'est clair, mais j'ai besoin de prendre ces petites claques là en fait pour avancer et retrouver cette notion de quand je reviens, j'ai changé, j'ai avancé, quoi. Voilà. La vie nomade de Marie-Aure n'est pas finie. Même si elle questionne sa manière de fonctionner, comme elle en a l'habitude, comment revenir à un mode de vie sédentaire? Voyager, découvrir, échanger, partager, plus qu'une simple lubie, c'est une vraie expérience de vie. Revenir à l'essentiel, donner du sens à nos actions, combattre nos habitudes et nos certitudes parfois trop faciles, ce n'est pas un chemin si aisé. Marie-Aure continuera à questionner tout ça, pour elle, et par son travail, pour nous. Cela a été un immense plaisir de la recevoir et de pouvoir échanger tant de choses avec elle. Je vous invite à aller découvrir son travail sur son site, mais aussi dans la revue Bivouac pour laquelle elle donne son talent et son cœur. Vous pourrez retrouver tous les liens et références de ce podcast dans le texte de description qui l'accompagne. Photosensible, un podcast proposé par Thomas Biarnex, avec la voix additionnelle de Frédéric Biarnex et la musique de Tom Terrien et Heather Gale. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis d'écoute préférés. Ça nous aidera à nous faire connaître et à avancer. On espère continuer de grandir avec vous.